We like Mediatik. 18h08 sur les ondes de Radio AG3, Reda Menassial derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné comme toujours de mes deux chroniqueuses que le monde, l'univers nous envie, en l'occurrence Hind Benranem et Dalila Harrat. C'est un truisme de le dire, mais le digital est devenu en quelques années un formidable véhicule de sensibilisation. Sur les réseaux sociaux, des médecins, des pharmaciens expliquent, vulgarisent et démocratisent l'accès au savoir médical, et c'est tant mieux. Selon une étude du centre de recherche américain Pew, près d'un jeune sur 3 utilise les réseaux sociaux comme source régulière d'informations médicales. Dans un pays comme le nôtre, où la prévention reste un enjeu majeur, ces prises de parole sur les réseaux comblent parfois un vide laissé par nous autres médias mainstream et participent à une forme d'éducation sanitaire moderne et salutaire. Mais cet espace, ouvert et sans limite qu'est Internet, a aussi laissé émerger des dérives de plus en plus visibles. Un rapport publié en 2022 par la très officielle revue de l'Organisation mondiale de la santé montre que selon les thématiques médicales analysées, jusqu'à 29% des contenus en ligne peuvent véhiculer de la désinformation, c'est presque le tiers. Au-delà de cette épidémie de fake news, certaines pratiques que l'on croise sur les réseaux sociaux algériens doivent aussi interroger la déontologie et l'éthique. Filmer des patients à leur insu dans des blocs opératoires pour valoriser ces super compétences de chirurgiens, promouvoir des compléments alimentaires sans base scientifique solide, transformer des sujets sensibles comme la sexualité en contenu léger, comique ou grivois, et surtout voir émerger toute une catégorie d'individus sans formation, prodiguer des conseils, poser des diagnostics et pire que tout, orienter des personnes vulnérables. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que les réseaux sociaux ne valorisent pas le contenu de qualité, mais votre temps d'attention. La formule chère à Patrick Lelay pour les anciens. Les algorithmes highlight ce qui choque, ce qui fait réagir, ce qui se consomme vite. Une vidéo spectaculaire d'un patient qui aurait perdu 20 kilos en une semaine fera toujours plus de likes qu'une explication nuancée d'un vrai professionnel de la santé. Et c'est là que se situe la ligne de fracture entre information et influence, entre prévention et mise en scène. Et ce soir, nous vous promettons d'en parler, d'en débattre sans langue de bois avec mes trois invités, en l'occurrence le docteur Fellah Houssine, qui est ophtalmologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Mediatik. À côté de toi, le docteur Amel Brahimi, qui est médecin généraliste et aussi coach en développement personnel. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, une habituée de l'émission, le docteur Amel Harash, qui est médecin généraliste bien évidemment, mais aussi hypnothérapeute. Bonsoir Reda, ravi d'être dans cette jolie tablée majoritairement féminine. Ah, mais je suis en infériorité numérique totale. Ce soir, heureusement que Lamine B est derrière la vitre pour me défendre au cas où. Face à vous, mesdames, mes deux chroniqueuses, donc, Hind Benranem, bonsoir. Bonsoir. Et Dalila Harrat, qui va poser la première question. La piste est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur. Ma première question est comment rester médecin tout en devenant communicant? Ah, qui s'y colle? Allez, docteur Fellah Houssine pour son baptême. Oui, je vais bien m'y coller. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire sur les réseaux. Je pense que c'est un débat qui doit être très très nuancé. Et on peut très bien rester médecin en étant communicant, mais je pense que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde et que des fois on a besoin d'aide, une aide de professionnels. Ça dépend quel type de communication on veut faire. Quand on veut faire de la vulgarisation médicale, c'est plus simple parce que finalement on fait que transmettre les informations qu'on connaît déjà. Mais comment vulgariser justement sans simplifier aussi? Les réseaux sociaux, ils ont leur mode de communication. Oui, non, il faut essayer d'avoir un langage. En fait, c'est très simple parce que c'est ce qu'on fait dans la pratique quotidienne avec nos malades. Très bien. On explique au quotidien aux patients leur pathologie et vous pensez bien qu'on n'utilise pas des termes compliqués. C'est le travail du médecin de savoir communiquer avec son patient. Faire ça sur les réseaux, c'est pas le plus difficile. On fait exactement ce qu'on fait dans une consultation en essayant évidemment de rester un peu plus généraliste, donner des informations générales, c'est-à-dire que simplifier l'information médicale, c'est à la portée de tous les médecins. Maintenant, filtrer ce qu'on peut dire et qu'on peut pas dire, parce que la différence entre une consultation, on a le malade, on a toutes les infos, on peut poser un diagnostic et orienter. Quand on fait de la communication sur les réseaux, il faut rester quand même un petit peu plus vague, donner une information générale. Comme ça, Vague, la personne qui va... Je pense pas que ce soit
C'est-à-dire dans la partie médicale, Oui. être vague, c'est peut être aussi un peu Non, risqué. je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais parler de mon cas, moi je suis ophtalmologue, je vais essayer de parler des troubles de la vision. Je vais pas dire ça veut dire que vous avez une cataracte. Ça veut dire que vous avez... Je vais dire ça peut être un signe qui doit vous pousser à aller consulter. C'est-à-dire Pour pas qu'il faut... induire en erreur Voilà, les internautes. exactement. D'ailleurs, tu le dis sur un de tes comptes, pas de consultation en ligne. Voilà. Oui, ça je le dis sur... Ça, je le dis C'est assumé, tout le temps. c'est clair. Ça, parce que j'ai eu cette expérience De toute façon, c'est depuis le interdit. Covid. En fait, oui, ça devrait être interdit. Mais en fait, les Il y a patients quand même- vont demander une information. Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il y a une... Non, justement... donc il y a un vide juridique. Il y a de ce un côté-là. vide, je ne sais pas si c'est juridique peut-être, mais avant d'aller au juridique, il faudrait qu'il y ait quelque chose, comme des guidelines, une charte, même si c'est pas juridique, mais pouvoir orienter les médecins d'aujourd'hui, comment ils peuvent se comporter sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ça fait partie de notre quotidien, et puis on peut pas exclure les médecins des réseaux sociaux, enfin on fait partie de cette société, ça fait partie de notre vie quotidienne, donc on va pas exclure, mais c'est vrai qu'il faut guider, et c'est peut-être ça qui manque. Alors pourquoi Delil a posé cette question? Parce que très souvent, j'en croise notamment sur TikTok, qui est le paradis pour ce genre de compte. Il y a un médecin qu'on va bien évidemment pas citer, qui lit en direct les demandes de ses, on peut même pas les appeler des patients, de ses followers. Et bonjour, qu'est-ce que j'ai? Et le médecin répond de la manière la plus normale possible, comme s'il était à l'hôpital, dans une consultation. Oui. C'est ça, mais évidemment que ça doit être interdit. Et ça, il faut que les instances responsables puissent dire aux médecins, voilà la limite. Il faut tracer des limites claires. Maintenant, on peut répondre à des questions, mais il faut toujours garder de la nuance dans son discours, avoir une responsabilité. Ça, c'est la responsabilité du médecin, ça, c'est sûr. Est-ce que vous recevez une formation autour de ça tout au long de votre cursus? Pas du tout, bien sûr que par non. rapport à l'éthique, la déontologie, si, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas? Oui, c'est sûr. Mais les réseaux sociaux, non. Ça, c'est quelque chose de très nouveau qui n'est pas encore... n'existe pas dans le programme, parce que le programme était bien sûr que non. Déjà, la présence des médecins sur les réseaux sociaux, moi je peux vous dire, ça date, la présence massive, on va dire, est importante, ça date depuis le Covid. C'est-à-dire un message privé, docteur, est-ce que j'ai un glaucome? Ça c'est... Ah non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'on doit expliquer aux malades. Moi, je parle du Covid parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience sur les réseaux, même en dehors de ma pratique médicale. Mais c'est depuis le Covid où il y avait cette tension sur les hôpitaux où les patients ne pouvaient pas, on leur disait n'allez pas encombrer les hôpitaux, etc. Là, il y a de plus en plus de médecins qui ont été présents sur les réseaux pour essayer de guider en temps de crise. Voilà, c'était vraiment situation exceptionnelle. C'était une situation exceptionnelle. Mais après, donc là, on essayait un petit peu d'aider. Bon, c'était vraiment pour une cause qui nous dépassait. Mais par la suite, ça devient une habitude. Et c'est là que j'ai mis clairement sur mes réseaux pas d'avis non. Docteur Brahimi. Alors, il faut savoir que dans les étapes, il y a l'anamnèse. Quand on consulte en cabinet, l'anamnèse, c'est le moment où on pose des questions aux patients. Quel est ton âge, les antécédents, etc. Alors, cette étape, nous pouvons la faire via un réseau social pour filtrer et orienter. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien. En fait, je parle en tant que médecin généraliste. En tant que médecin généraliste, ils peuvent nous envoyer, voilà, moi, j'ai mal à la gorge, j'ai mal je fais un vertige. Je peux lui dire, allez-y voir un ORL. C'est ça. C'est le réflexe le plus logique. Au lieu de les laisser... Parce qu'un vertige, c'est pas à vous que je vais expliquer ça peut être n'importe quoi. Bien sûr, mais le premier spécialiste à voir. Donc c'est, comme disait... Docteur Hussein. Docteur Hussein, ça avait commencé pendant le Covid. Oui. Et c'est l'étape de l'anamnèse, parce que la consultation médicale en elle-même, on ne peut pas la faire, même par visio. Vous voyez, il y en a qui disent oui, mais moi je fais des consultations avec un médecin à Paris. C'est différent, ça c'est un suivi peut-être. Ça c'est exactement. Et là, nous on leur explique ça, c'est un suivi. Il vous a déjà consulté, il a des examens complémentaires, parce qu'on nous envoie aussi des examens complémentaires pour nous dire, pour vérifier le travail d'un autre confrère. Et c'est à nous de dire que nous ne sommes pas là pour c'est-à-dire, on vous envoie des analyses demandées par un autre médecin pour avoir un second avis. Pour avoir un second avis. Puisque aussi on nous dit que ChatGPT leur a dit que... Ça aussi, on va en parler. Vous voyez. Après, pour répondre à votre question, Madame Harat, le médecin qui a un doctorat en médecine,
qui va sur les réseaux sociaux doit aussi faire une formation en communication. Parce qu'il y a plusieurs outils. Un reel, il a une signification, une story, elle a une orientation, faire un live. Donc, on doit être formé quelque part. Et même pour les personnes qui ont c'est inné chez eux. Il y a une facilité à communiquer, toutes les trois. Hein. On est, clairement, mais je crois qu'à un certain moment, on aura besoin d'un support en communication. Donc, non seulement nous avons la théorie, mais il faut aussi avoir l'outil de communication. Très bien. Amel, où te situes-tu dans ce débat? Quelle phrase compliquée pour elle. Bon, oui, un peu assez. Alors, moi, mon registre d'intervention est un peu différent. Comme je pratique de l'hypnothérapie, donc psychothérapie, c'est un petit peu différent. Donc, il n'est pas question de faire de diagnostic en ligne du tout. Il y a déjà le code déontologie qui régit mes comportements en tant que médecin. Il y a le serment d'Hippocrate qui m'oblige à respecter le malade et à respecter mes confrères et mes consoeurs. Donc, je ne peux pas parler d'un confrère ou d'une consoeur, sauf je ne peux que les respecter. S'il y a quelque chose qui met en danger la vie de quelqu'un, c'est là que je pourrais éventuellement intervenir, mais ça sera vraiment pas sur les réseaux ou là sur une radio ou une télé. Et il y a aussi les valeurs personnelles. Donc, quand on a affaire à l'être humain, on ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un en 3 minutes, je t'explique ce que c'est qu'une dépression ou ce que c'est qu'un trouble, ou là, parce que tu m'envoies un DM que je vais te faire un diagnostic. Pour ma part, les personnes doivent m'appeler d'abord pour que je discute avec elles pour voir si leur demande est une demande qui fait partie de mes prérogatives. Est-ce que ça rentre un peu dans ton cadre de compétences? Étant médecin, ça m'aide à savoir déjà si je peux orienter vers un confrère, une consoeur ou une autre spécialité, ou peut-être la psychiatrie ou autre. Et ensuite, quand je vois les personnes, l'anamnèse dans mon domaine d'intervention ne peut pas se faire sur un mail ni sur téléphone. C'est pratiquement 1 heure, voire 1 heure et demie avec la personne. Comment voulez-vous que je connaisse quelqu'un? Parce que j'ai discuté avec elle, j'ai 2 lignes ou 2 paragraphes ou 5 minutes au téléphone. Donc, l'anamnèse, c'est la base du travail de l'accompagnement thérapeutique. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, c'est une bonne chose, Reda, que les gens soient informés. Ce qui serait bien, c'est de mettre un disclaimer genre, attention, tout ce que je partage avec toi, c'est de l'informatif, ce n'est pas du diagnostic. Tout ce que je partage avec toi, ce n'est pas une étiquette que tu dois te coller. Maintenant, surtout à l'ère des étiquettes, tout le monde est pervers narcissique, tout le monde est dépendant affectif, plein de bêtises en fait, et les gens vont s'identifier à ce qu'on va leur dire, parce qu'il y a juste une souffrance chez la personne, et elle a quelqu'un en face qui lui essaie de lui expliquer les choses, alors que derrière, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus compliqué, ou beaucoup plus simple aussi, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Je parlais de ça dans mon intro par rapport au... D'ailleurs, pervers narcissique, ça n'existe pas, il faut le savoir. Je tiens à le dire. Ça n'existe pas dans le DSM. Je suis absolument pas visé, tant mieux. C'est une mode. C'est pervers ou narcissique. Et voilà. Mais pas les deux ensemble. Personnalité narcissique, oui, mais le pervers narcissique, c'est un psychanalyste qui en a parlé, c'est devenu une mode, en fait, un peu comme toutes les modes sur les réseaux, parce qu'il faut toujours impliquer l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est jamais bon. Mon enfant est surdoué, etc. Voilà. Par rapport aux pseudo-certifications, alors le docteur Hossein n'est pas concerné, parce que c'est de la médecine, j'allais dire pure, mais vous, la médecine de l'âme. Maintenant, en 5 minutes, je peux devenir coach et dicter aux gens comment vivre leur vie, comment réussir à se dépasser, le fameux qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait une charte éthique nationale pour savoir qui a le droit d'influer ainsi sur la vie des gens? Est-ce que ce serait au Conseil de l'ordre aussi de mettre le haut là? Qu'est-ce que tu en penses? Sans langue de bois, je poserai la même question au docteur Brahim. Tu évoques une problématique mondiale, en fait. Ce sont des métiers qui n'ont pas, si vous voulez, de code de déontologie, ni de cadre, en fait, dans le monde entier, que ce soit le coaching, l'hypnose. Il n'y a que tout ce qui est psychologie ou médecine qui a un cadre, parce que ce sont des études universitaires. Absolument. C'est une faculté il y a un tronc commun. Voilà, donc il y a une faculté qui va donner un diplôme. Les autres formations, ce sont des instituts ou des écoles qui donnent la formation. Maintenant, tu vas me dire comment faire dans tout ça. En fait, c'est déjà se renseigner sur l'école qui a formé la personne qui est en face de vous. Une personne qui vous dit, je me suis formée en 1 semaine, je sais pas moi, coaching à la PNL ou à l'hypnose, ou même en 3 semaines. J'ai vu des publicités, et PNL 3 jours. Hein. En fait, 3 jours, tu es coach certifié. Certains disent que Maître Jedi. Certains disent que le coaching forme les coachs à former des coachs. C'est drôle, mais bon, bref. Mais en fait, l'idée, on ne peut pas casser ces métiers, c'est des métiers magnifiques, ça a autorisé les gens à parler de
de problématiques qui existent dans leur vie, de poser des questions. C'est pas ce que je disais. Voilà. Je parle de Mais certains le cadre, charlatans qui s'arrogent un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir. Ça serait génial s'il y a un cadre. On pourrait créer une association algérienne de, je sais pas moi, de thérapeutes, de coachs, ça pourquoi pas, avec un code de déontologie ou je sais pas, des référents par rapport aux formations. Il y a un organisme qui certifie. Ouais, non, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore en Algérie. Il y en a à l'étranger. Mais ici, il n'y en a pas encore. Mais c'est tout nouveau, c'est tout jeune en fait. C'est des métiers tout jeunes. Il y a eu, si vous voulez, une effervescence de ces métiers depuis le Covid. En fait, depuis le Covid, il y a plein de choses qui se sont passées. On s'est retrouvés tous seuls, tous isolés. Et ça s'est développé. Bah oui, Amine, s'il y a un organisme qui va un peu cadrer tout ça, ça serait topissime. Hein. Docteur Brahimi. Donc concrètement, il n'y a pas quelque chose à faire parce que, comme disait Dr Lahraj, c'est mondial. C'est un métier qui est nécessaire, clairement. Et c'est en suivant le coach qu'on arrive à voir est-ce qu'il donne des résultats ou pas, concrètement. Maintenant, en Algérie, c'est un nouveau métier. Déjà, les gens ne comprennent pas c'est quoi. Déjà, on est à cette étape. Pour l'instant, il mélange entre une personne qui a un peu d'influence et d'audience qui vient de parler de sa propre expérience. Parce que j'ai vu, notamment sur TikTok, qui est vraiment... je suis un jeune explorateur de TikTok où je vois de tout. Ça me montre une Algérie à laquelle je suis pas forcément confronté au quotidien. Mais il y a une de vos consoeurs, on va l'appeler comme ça pour être sympa, qui reçoit toujours des sollicitations de ses followers. Et parfois, c'est divorce avec ton mari. Comme ça, au débeauté, hein, c'est-à-dire sans avoir l'historique. Alors, sans écouter les voilà, on gueule ton chef. Vraiment, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut influencer quelqu'un qui est fatalement vulnérable, hein, puisqu'il est sensible à ce genre de discours? Qui se proclame psychologue. Oui. Sans les diplômes. Alors, il y a une certaine catégorie de patients qui sont sensibles. Moi, si dans la forme, elle arrive à faire passer le message, parce qu'il y a plein de catégories. Mais si le fond est faux, c'est-à-dire, par exemple, moi, je parle toujours de pervers narcissiques, pas parce que... le premier clash de l'émission entre les deux médecins. Pas du tout, c'est pas du tout un clash. J'utilise ce terme parce qu'il est compris. Le sens, il est abus de langage. C'est pour pouvoir, voilà, exactement. Mais ce que Dr Lahraj disait, je suis tout à fait d'accord avec elle. J'essaye de simplifier. En fait, moi, j'ai une mission. Ma mission, c'est de pouvoir toucher des personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que le développement personnel et de les mener à se poser des questions existentielles et à comprendre que s'ils structurent mieux leur pensée, ils arriveront à pouvoir gérer leurs émotions pour mieux se comporter. Vous voyez, ce que je viens de dire, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Mais quand je le dis aussi simplement, je vais toucher plus de personnes. Donc j'essaye de vulgariser. Vous voyez. Non, mais toutes les trois, la question ne se pose pas. Vous êtes médecin déjà. Non, donc bien déjà, sûr. à la base, voilà. Moi, on est sûr que vous êtes médecin. Tout à fait. On veut vos diplômes sur la table. Justement. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ma compétence de médecin qui est mise en avant, mais plutôt mon éloquence et ma capacité de comprendre à quel segment je m'adresse et quelle est au final la cible. Non, mais c'est aussi une confiance par rapport aux gens, c'est aussi une méthodologie que vous avez. Clairement. C'est une conscience professionnelle. Non, mais que j'acquiers après, en communication, plus j'arrive à parler le langage de l'autre, mieux je pourrai le toucher. Voilà. Mais maintenant, la finalité, c'est que ce métier de coach nécessite non seulement des diplômes, mais aussi de l'expérience de vie. Parce que, en fait, le coach doit avoir certaines compétences innées, d'empathie, de capacité de comprendre l'autre. Ne pas forcément projeter son propre vécu sur celui de la personne. Clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est très difficile. C'est compliqué, ça. Il faut faire beaucoup de travail sur soi. Si tu vas dire à quelqu'un, tu projettes pas. Notre monde, chacun d'entre nous a un univers. Vous savez, il y a les filtres de chacun que chacun va utiliser. On n'a pas le choix. On passe tous par des filtres quand on parle de la réalité ou là quand on l'aperçoit. Maintenant, arriver jusqu'à ne pas du tout se projeter, ça c'est vraiment, il faut je pense être dinosaure dans le métier, hein, avoir 30 ou 40 ans derrière soi. Et parfois il y a même des thérapeutes qui reviennent sur ça, qui disent pourquoi pas se projeter. Pourquoi pas? Parce qu'en se projetant, en fait, quelque part, on va peut-être déclencher un déclic chez l'autre. On fait une petite pause, mesdames. Ouais. On revient juste après. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom.
18h32 sur les ondes de Radio Alger 3. On continue notre patiente conversation en compagnie du docteur Fellah Hussein, du docteur Amel Brahimi et du docteur Amel Lahrache Hind Benranem, qui n'est pas docteur. Je ne suis pas docteur. À toi. Alors, au fait, moi, je voulais savoir, vous qui êtes donc sur de l'influence, notamment sur les réseaux sociaux, donc vous devez construire, parce que c'est ce qui fait la richesse de vos comptes, vous devez chercher une communauté. Comment vous allez justement chercher cette communauté? Est-ce des personnes qui ont besoin de votre spécialité, ophtalmologie ou autre, ou sinon prévention, sensibilisation dans l'absolu, comme ça, de manière très large? En fait, ça dépend. Par exemple, moi, si je prends l'exemple du compte de mon cabinet, où c'est un cabinet d'ophtalmologie, forcément, ça va s'adresser à des patients ou à des gens qui sont intéressés par les sujets que je vais aborder. Et donc après, on fait un contenu en fonction de ce qu'on appelle la niche. La niche, c'est ça, c'est la communauté qu'on va viser. La cible. C'est la cible. C'est la cible. C'est comme ça qu'on va se créer une communauté en ciblant un petit peu notre contenu. Mais après, justement, la quantité dans la niche n'arrange pas trop l'influenceur. Ça dépend en fait, parce que ça dépend. Si, en fait, quand on cible une niche, c'est vrai que ça va aider le compte à avoir une grandir récurrence de façon organique, ce qu'on appelle la croissance organique d'un compte. C'est naturel. C'est naturel. La croissance organique, pourquoi est-ce qu'on va cibler la niche? Parce qu'en fait, l'algorithme va comprendre quel est le thème. Très bien. Et il va proposer le contenu à une audience qui est intéressée par ce thème. Par exemple, si quelqu'un va chercher soit sur Google ou je sais pas, LASIK ou chirurgie de cataracte, on va lui proposer mon contenu. Très bien. Si l'algorithme C'est un référencement. Exactement. Voilà, Parfait. c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Docteur Brahimi et puis Dalila Harras. Alors, on en a déjà parlé dans une précédente émission. Donc voilà, le cerveau, comment l'algorithme fonctionne comme le cerveau humain. Très bien. C'est-à-dire que nous, le cerveau, on a le lobe frontal, la concentration. Sur quoi tu te concentres, c'est ce que tu vas trouver dans ta vie. C'est ça le principe. Eh ben, c'est la même chose. L'algorithme, ils n'ont pas cherché midi à 14h, Oui. ils ont créé une façon de faire. Moi, en tant que personne qui influence au niveau des réseaux sociaux. C'est cela. À un certain moment, je booste mes publications. Très bien. On me donne le choix. Très bien. On me dit, alors si tu veux choisir la catégorie, alors santé mentale, médicale, pratiquement on peut arriver à femme qui cherche le pervers narcissique. Le ciblage est si précis. Le ciblage, il est super précis. L'âge, si je veux avoir un auditoire au niveau du Canada, d'Alger. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas à avoir des comptes explosifs de 5 millions, 10 millions d'abonnés. Alors, du tout. C'est pas vraiment de Non, l'influence. du tout. Très bien. Alors, du tout. C'est Vous rassurant. savez ce qui marche au final, c'est travailler avec le cœur. Très bien. Je pense que toutes les trois, on a des comptes pour aider des gens. Mais est-ce qu'on a We Are the World quelque part? Non, mais clairement. C'est très bien, clairement. c'est rassurant. Parce que, et derrière ça, tout à l'heure, on parlait de répondre aux messages. Nous, on répond aux messages pour soutenir. Parfait. C'est l'humain, c'est l'humain, c'est l'humain qui est là, c'est pas le docteur. D'accord. Pour pouvoir dire aux gens, nous sommes là, on peut vous écouter. Très bien. On va revenir au docteur Hussein. On avait discuté brièvement du fait de faire appel à un community manager, de ce que ça pouvait apporter à ta pratique, à ta communication quotidienne. Oui. Alors, le community manager, là, on va rentrer sur un sujet assez précis. Ça va être les médecins qui débutent sur les réseaux sociaux. Je vais donner un exemple très précis. Quelqu'un qui va créer son cabinet et qui veut avoir une présence sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. D'accord ? Création de contenu. La création de contenu pour donner dans un but bien précis. C'est pour ça qu'on parle de community manager. Moi, en tant que personne, si je veux faire un compte, comme c'est déjà le cas, juste pour moi, pour mon loisir personnel, j'ai pas besoin d'un community manager. Mais là, c'est plutôt Par contre, publicitaire. Voilà. Justement. Voilà, c'était pour l'amener à se distinguer. C'est ça, la nuance, elle est là. C'est-à-dire que, on va dire quelqu'un qui va s'installer, je vais donner des exemples très concrets. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être présent sur les réseaux sociaux. Pas tous les médecins qui, encore une fois, je parle des médecins qui s'installent, qui ont besoin parfois des réseaux pour donner de la visibilité à un cabinet qui débute. Tout à fait. À Alger, par exemple, on sait qu'il y a déjà beaucoup de médecins. Donc, quelqu'un qui débute, comme moi, j'ai débuté il y a 2 ans, on a besoin d'avoir une visibilité. Donc là, les réseaux sociaux sont un outil qui est nécessaire dans ce but-là. Alors, quand on connaît les réseaux, on sait comment ça fonctionne, on peut s'en sortir tout seul. Maintenant, quelqu'un qui n'a jamais été... J'ai plein d'amis qui sont dans ce cas-là, qui me disent, moi, je sais même pas comment faire. Là, c'est vrai que
c'est le travail du community manager. Maintenant, le community manager, il va proposer du contenu, il va proposer une stratégie aussi, et il va donner des idées aux médecins. Il va dire voilà, il faut faire ça, 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 pour avoir le plus d'abonnés. Il faut faire des reels, il faut publier tant de fois par semaine. Il va expliquer un petit peu le fonctionnement de l'algorithme finalement, et il va proposer du contenu. Et ce sont des allers-retours, donc c'est collaboratif, parce qu'il n'a pas forcément conscience des impératifs de ton métier. Il faut que ça soit collaboratif. Maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de community managers qui sont formés dans la communication médicale. Parce qu'il y a le community manager, son but, c'est de créer une croissance organique, c'est-à-dire d'avoir plus de followers, de créer de l'attraction, de créer de l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement. Maintenant, forcément, il va proposer ce qui marche. Maintenant, ce qui marche, on va dire, pour un restaurant ou un spa, c'est clair, on ne peut pas forcément, ça va marcher, mais on ne peut pas forcément l'appliquer parce qu'il y a une question d'image aussi. Il faut quand même soigner l'image. Ça reste un cabinet médical. C'est ça, peut-être, c'est cette nuance qui manque. C'est pour ça, certains médecins ne connaissent pas. Ils vont faire confiance au community manager, et peut-être qu'en fait il manque de la collaboration. Parce que moi j'ai un community manager, mais on fait tout ensemble. Je dis ça, techniquement c'est une bonne idée, mais moi je veux pas ça pour mon image. Ça, moi je suis pas à l'aise. Voilà, plein de choses. Moi, je sais que ça va attirer de l'engagement, mais je suis pas à l'aise avec ça. Ça correspond pas avec mon image. C'est ça qui peut-être qui manque. Et c'est pas forcément la faute du médecin, parce que c'est pas notre domaine en fait. Finalement, on n'est pas censé, on n'est pas censé connaître les réseaux sociaux, à part si on aime ça. Il manque des community managers qui sont formés dans la communication médicale. Voilà. Dalila. Alors, je vais poser une question qui fâche. Voilà, une question qui fâche. On adore ça dans alors, l'éthique. on parle beaucoup de hyperchondrie. Donc, j'ai bien prononcé le D. Oui. Cette anxiété générée par la recherche de symptômes en ligne. Oui. Alors, est-ce que les médecins sur les réseaux sociaux vont aggraver ce phénomène, au contraire, vont le calmer? Le phénomène doctissimo pour les anciens. Alors, Amel, puis le docteur Brahim. Ça dépend ce que fait le médecin dans sa communication. Il peut calmer comme il peut aggraver. Il peut alerter comme il peut apaiser. Oui, mais quelles sont les conséquences après? Si on aggrave, les conséquences, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont... Moi, j'ai eu personnellement en cabinet une patiente qui a fait des crises d'anxiété et d'angoisse suite à des communications liées à ce que vous venez d'écrire. La personne, elle a imaginé qu'elle allait mourir et que c'était la fin pour elle. Parfois c'est anxiogène, oui, c'est tout. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, ça dépend. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous dire il faut ça ou ça. Ça dépend de ce que le médecin choisit comme ligne de communication. Il peut apaiser, calmer, expliquer aux gens les choses simplement parce que c'est juste de la sensibilisation à certaines choses. Comme il peut être alarmiste. Après, les objectifs de chacun, ça, on peut pas le savoir. Il faut toujours se dire que la personne en face, si elle a fait 7 ans d'études, c'est pas pour rien. C'est comme tous les domaines. Vous allez avoir du bon et du moins bon dans tous les domaines. Mais peut-être parce que la majorité, justement, ne font pas attention ou ne prennent pas au sérieux certaines alertes des médecins. C'est possible parce que Emel en a parlé tout à l'heure en termes de communication. C'est vrai que en termes de communication, en tant que médecin, on nous forme pas à ça. Je parle du cursus médical proprement dit, c'est-à-dire les 7 ans de médecine. Voilà. C'est pas l'objectif en fait. On se forme à soigner, mais pas forcément à parler. Mais après, quand on se met à parler à des gens, notamment sur les réseaux, parfois on va pas être très délicat, on va pas utiliser la bonne terminologie, on va pas utiliser les bons angles pour expliquer les choses. On va pas simplifier, se dire que celui qui est en face ne va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. Si je peux aggraver la situation ou pas. Donc oui, ça serait une bonne chose que celui qui veut se mettre sur les réseaux, qu'il soit médecin ou thérapeute ou coach, qu'il y ait une petite formation ISCD, ça s'apprend facilement, c'est pas compliqué, maintenant tout est accessible. La prise de parole en public. Communication, je dirais. C'est pas tant comment je parle, est-ce que je suis une bonne auditrice ou pas. Le choix des mots aussi, parfois. Le choix des mots, exactement. Le choix des mots, les tournures, m'adapter à celui qui est en face. Je vais pas parler du jargon médical au très psy, avec quelqu'un qui comprend pas, et je vais pas aussi partager des choses qui peuvent faire mal et pousser les gens à s'identifier, parce qu'il faut savoir qu'il y a le biais d'identification. Tu as parlé de cerveau, oui. Notre cerveau s'identifie à tout ce qu'on va lui dire. Il y a tout 36 000 biais. Donc si je dis à quelqu'un, ah tiens, tu ressens ça, tu vois ça. Ah, tu es anxieux, ou là, tu as ça, ou là, ton épouse, elle va me détester. Ton épouse ou ton époux est pervers narcissique. Ah oui, ça y est. C'est bon, il est pervers narcissique, ou là, je suis anxieuse, ou là,
c'est très délicat ce genre de diagnostic. Faut pas mettre les gens dans des cases. On peut sensibiliser. C'est-à-dire, là, je suis plus pour une approche. Si l'attitude loin de, je m'éloigne de quelque chose. Aller vers. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire apprendre aux gens un esprit critique, à analyser ce qu'ils ont comme information, à se poser des questions, à chercher. On a les outils Reda, on a les outils pour c'est pas parce qu'on a accès à l'information qu'on la comprend. C'est pour ça que voilà, vous faites. Mais ça s'apprend. Tout à fait. Amel Brahimi. Il faut savoir que dans la médecine, il y a la prévention, il y a le préventif et le curatif. Notre rôle s'arrête dans le préventif. C'est ce que je disais. Voilà. Nous ne sommes pas dans le curatif. Maintenant, il faut vivre en santé. Un médecin devrait avoir le minimum une localisation Google. Oui. Tout le monde cherche des recommandations. C'est une réalité. Maintenant, moi, dans la santé mentale, je suis contre les recommandations ou mettre en avant un patient. Ça, c'est personnel. Ça reste, je ne parle jamais. Mettre en avant un patient. Des avis. Par exemple, en chirurgie esthétique, je peux prendre en photo une personne avant et après. Pour une rhinoplastie, on est plus joli après. Voilà. Ça se discute. Pour une pathologie mentale, c'est plutôt vexant pour le patient. Moi, vous avez raison. Voilà, ça c'est ma propre opinion. Maintenant, il faut savoir que nous ne pouvons pas prendre la parole sans être un minimum formé. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier de marketing et de communication qui m'ont donné les codes. Mais, excusez-moi, je peux pas être médecin et aller faire un hook. Moi, la personne avec qui je travaille, elle me dit non, Amel, il faut prendre. J'ai une vidéo où je faisais comme ça. Je l'ai fait une fois. Le hook, c'est pour attirer. Pour attirer lors de la première seconde. C'est des termes. Une fois que j'ai vu le reel, c'est la première et la dernière fois de ma vie, tu vas m'emmener vers le monde des Gen Z. Vous voyez. Donc il y a des codes. Mais après, il y a des valeurs, comme le disait Amel, et il y a une image, comme le disait le docteur Hussein. Voilà. On va y arriver avant la présentation. Donc, j'aime appeler les gens par leur prénom. C'est facile à retenir. C'est plus facile. C'est clair. Donc voilà. Donc on peut pas tout faire comme on peut pas vendre une information comme on vend un service. Attention. Donc maintenant, si je devais vendre mon service en tant que coach en développement personnel, c'est pas ce que je fais moi sur le réseau. C'est pas comme vendre le processus de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est l'occasion de revenir sur l'exemple que j'avais cité en préambule, vos confrères, certains, qui filment leurs patients à leur insu dans les blocs opératoires. Oui. Mais je trouve ça, sans leur consentement. Je suis pas sûr que quelqu'un a envie d'être filmé dans cette position de vulnérabilité. Voilà. Il y a Hashmounas, ils vont pas dire ça aux médecins à les filmer, tu vois. Je pense que dans les cas où on voit le patient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre guillemets l'anonymat. Non, sur TikTok il n'y a pas l'anonymat. Oui, mais très souvent il faut savoir que les patients sont mis au courant avant quand même. Il y a une conscience. Donc quand vous voyez un patient dans une vidéo ou un témoignage, même si personnellement moi je suis contre, voilà. Moi ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Mais il y a des patients qui sont très contents de le faire. Il faut pas croire que le médecin force la main. Quand vous avez un patient qui est en train de témoigner face cam, c'est différent. Il sait qu'il est en face cam. Un patient qui est filmé, qui dit effectivement, je sors du bloc opératoire, ça s'est super bien passé, je remercie le docteur Flan-Flan. Tranquille. Par contre, se prendre en selfie et se dire voilà, tac, mais c'est là qu'on revient à ce que je disais, il faut que les personnes qui sont en charge de régir l'activité médicale qui prennent ce sujet au sérieux, qui prennent conscience que ça fait partie de la pratique, de notre pratique. Il faut être réactif, créer un numéro vert, pourquoi pas. Non, mais même créer une charte, ça s'est fait récemment dans le Conseil de l'ordre des médecins en France, où ils ont édité la charte du médecin sur les réseaux sociaux avec, c'est un consensus qui a été... Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on fait, mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut plein de dérives, notamment quand Michel il s'agit de prescription et de mais ça c'est même pas, ça c'est sûr, ça devrait être puni et même sévèrement puni, mais même sur la forme de comment on communique, même ça on doit être, je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut qu'on soit guidé, on dit ça c'est ok, ça c'est limite, ça c'est non.
Voilà. Comme toute Mais nouvelle après- chose en fait. mais comme C'est tout- oui, nouveau, comme toute- c'est comme- nouveau. Donc, comme- là, on oui. voit qu'est-ce qui marche, On qu'est-ce peut qui pas- marche pas. On peut oui. pas juste dire non, le médecin, il a rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est Non, pas personne n'a possible. dit ça autour de la table. Si, non, si, ça, c'est un débat qui existe, c'est un débat qui divise et qui manque de nuances. C'est pas tout blanc ou tout noir. Clairement. Oui, il y a des gens qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux parce que leur personnalité. Enfin, je vais aller sur le terrain de mes concerts, mais on sent que voilà, la personnalité, elle est quelque part exacerbée. Après, ça devient un spectacle et ça devient, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Hein. Moi, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. J'ai pas envie de voir ça sur les réseaux. Donc, mais ça veut pas dire que tous les médecins ne doivent pas être sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'il y ait de la définir nuance des et il faut qu'il y ait limites. voilà des garde-fous. Docteur Brahimi. Alors, sur les réseaux sociaux nous permettent, par exemple, de donner de l'avance et rapidement toucher le maximum de personnes, par exemple, à une mission ou à un outil thérapeutique. D'accord. Et je vais demander, je vais utiliser cette émission pour parler de l'hypnose, par exemple. Parce que on ne parle pas, tout le monde ne sait pas qu'est-ce que l'hypnose, par exemple. Mais lorsque vous avez des bons médecins qui vont promotionner cet outil thérapeutique qui est là, c'est ça, C'est Ahmed. ce que je fais, Voilà. j'en parle sans diagnostic, j'essaie d'expliquer autant que possible. Mais après, là, je vais vous copier. Là. Je vais ramener un community manager parce que je suis un petit peu out. Là, je me rends compte que je suis complètement out. Oui, mais c'est ce que je fais, plaisanterie mise à part. J'essaie d'expliquer un peu c'est quoi l'hypnose, les idées reçues, les indications, pas indications, etc. C'est ça l'objectif. C'est sans pas ce que vous diagnostic. voyez à la télévision. Du tout, l'hypnose de spectacle. Il faut bien, parce que bon, il faut bien que les gens sachent qu'il y a un moyen de se sentir mieux, de se soigner et de se libérer de certaines choses. Ça, c'est dans plus cet objectif qu'autre chose. Mais faire une séance en ligne, enfin directement, ou la montrer quelqu'un, un patient en pleine séance, ça, non. Non, mais c'est à la limite, c'est rassurant de savoir qu'il y a des médecins comme vous qui font de la sensibilisation. Moi, ce qui m'exaspère, c'est de pouvoir croiser certains contenus sur les réseaux sociaux où on fait de la publicité carrément pour certains médicaments. Ah, Or, j'ai vu ça, effectivement. nous qui c'est spécial, sommes dans la communication depuis des années, déjà qu'un affichage urbain est interdit pour les médicaments, de la publicité audiovisuelle est interdite, donc comment aujourd'hui on peut autoriser la publication donc de certaines marques et médicaments sur les réseaux Ça, il sociaux. faut le demander au Conseil de l'ordre, dont c'est le travail. C'est le Conseil de l'ordre, voilà, c'est le travail du Conseil de l'ordre. De Ou du se dire ministère quand de il y la a des Santé, dépassements, parce que ça, c'est un dépassement clair, il n'y a pas de débat dessus. très C'est dangereux. interdit, Voilà. c'est interdit. Ça, par contre, il n'y a pas de nuance, c'est clair. Et effectivement, là, le Conseil de l'ordre doit intervenir plutôt pour dire ça, c'est interdit une fois pour toutes et qu'il y aura des sanctions derrière. Et vous, en tant que médecin, est-ce que vous dénoncez justement ce comportement, docteur Non, Brahim? moi je ne dénonce pas, je le fais. Ah oui, moi je. Confidence sur la fréquence ce soir. Non, moi je conseille les compléments alimentaires. Non, je parle de médicaments. Non, médicaments on n'a pas le droit. Eh ben, justement, et pourtant, Oui, c'est mais interdit. Je j'avais parle de entendu cette- compléments alimentaires. Non, je parle de la dérive. C'est quoi la nuance? Pourquoi c'est permis pour l'un et pas pour l'autre? Parce que le complément alimentaire, il est dans la prévention, s'il vous plaît. Donc quand je dis qu'il faut prendre de la vitamine Une D, cure, voilà, du magnésium, Voilà. Et ça, j'allais dire c'est des généralités, mais montrer le produit à l'écran C'est- je et fais- dire vitamine Promax, c'est le produit de l'année, ça va vous faire perdre 20 kilos, je suis pas sûr Moi, je que suis ce pas soit dans très ce sens. déontologique. Voilà. Parfois même des crèmes pour des problèmes d'ordre dermatologique qui ne sont même pas testés cliniquement et qui sont diffusés en masse, enfin en publicité. mais sur moi les je réseaux, fais trouve des ça- stories en mettant des produits pour comme crème de soleil pour dire faites attention. Mais la crème que j'utilise, c'est Oui, pas pour faire de mais la à la pub. limite, si c'est une crème qui existe depuis 100 ans. Oui, il Non, existe mais depuis 100 ans. pardon, pour mais moi- ça pose aussi des problèmes déontologiques, sûr. c'est-à-dire je suis un laboratoire, Moi, je vais ce aller qui voir se- un médecin voilà. qui a 36 000 followers, et voilà, c'est pas super, Je ne me super fais pas éthique. rémunérer, moi. Ouais. Moi, personnellement, je ne me fais pas rémunérer. Je te fais aucun procès. Non, c'est pas. Mais non, mais moi, je l'assume. Et les praticiens qui font ça sont très rares. Donc, s'il vous plaît, amis médecins qui écoutez fidèlement l'émission, ne me tombez pas dessus. Voilà. Ça va pas. Mais non, mais moi, je défends ces C'est médecins. extrêmement rare, Moi- mais il faut quand même signaler ces abus. Moi, je m'assume, je donne mon avis, je ne me fais pas rémunérer. Quand je trouve que c'est un bon produit, j'en parle. Ça, c'est déjà très différent quand c'est pas une collaboration commerciale. Non, La non, liberté, non. ça, c'est juste un avis. que vous Ex- partagez. exactement. Je trouve que c'est déjà très différent qu'une collaboration commerciale. Non, non, pense je que- fais pas de Collaboration moi, je commerciale, parle- ça pose oui, aussi des questions oui, éthiques. oui. et Parfois, voilà. c'est un matraquage publicitaire. Oui. Donc, Oui. qui a Oui, testé, qui a prouvé que tel ou tel. C'est des campagnes, ça produit- s'appelle une campagne. Voilà, non, je parle d'influenceurs, même pas un boost sur
les réseaux sociaux, c'est-à-dire que des influenceurs qui vont vraiment mettre l'accent sur des produits qui sont censés être vendus dans des officines. Et On se souvient tous du scandale il y a quelques années, on ne va pas citer ni les personnes ni le contexte, mais voilà, pour le diabète, pour... Darba. il y avait des malades qui ont carrément arrêté leur traitement traditionnel parce qu'ils ont fait confiance à certains praticiens qui... Donc voilà, c'est ce genre de dérive. Les gens ont confiance. C'est là où je plains les médecins donc influenceurs. Pourquoi ? Parce que, hélas, la majorité des personnes font plus confiance à tout ce qui est herbe, tout ce qui est certains produits qui ne sont pas forcément testés cliniquement, etc. Naturel. Au lieu d'un conseil d'orientation des médecins influenceurs. Partez voir votre oncologue, partez voir votre ophtalmo, ça dépend de la discipline. Donc je ne sais pas comment vous faites. On peut pas aussi nier on peut pas nier la responsabilité du patient ou de la personne qui consomme le contenu. Voilà, là, il faut pas tout mettre sur le médecin qui est sur les réseaux sociaux. Ou vous parliez tout à l'heure des gens qui somatisent ou qui vont faire de l'anxiété par rapport à ce qu'ils voient. Même sans les médecins sur les réseaux sociaux, moi, les patients qui viennent me voir... Ils auraient réagi de cette manière. Non, ils vont sur Google. On me dit, voilà, docteur, j'ai vu Google, ChatGPT. Donc, quelque part, c'est pas que... Il y a aussi une responsabilité du côté du consommateur, en fait, de ce contenu. Pas que pour les médecins, pour les réseaux sociaux, de façon générale. Là, ça fait quand même longtemps que ça existe. Avant, on croyait tout ce qu'on voyait sur les réseaux. Là, on peut plus... ça y est, il faut qu'on ait un certain recul. Non, mais pour le cas particulier des personnes vulnérables, c'est là où le problème se pose. Oui, voilà. je suis les adolescents, tout à fait d'accord. Oui, ça, c'est différent. Mais par contre, en ce moment, par exemple, on est à 2 mois du bac. Moi, je fais une campagne via les réseaux pour dire dès maintenant, prenez du magnésium dès le matin, le soir. C'est-à-dire, je mets quelques compléments alimentaires, la respiration, tout un protocole. Mais vous n'allez pas dire telle boîte de tel laboratoire. Franchement, la marque que j'ai, je la montre. Je sais pas, je pense que c'est votre corporation de statuer, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. Exactement. Non, c'est tout. Mais je dis pas que c'est cette marque. Parce que c'est le magnésium que j'ai. Voilà. Vous voyez. Mais par contre, en ce moment, j'ai beaucoup de mamans qui m'envoient des marques. Elles me disent, elles sont bien ou pas? Là, je donne pas mon avis. C'est la molécule. Moi, c'est la molécule. Voilà, on parle molécule. Moi, je parle de molécule. Dalila Harat pour la dernière question de l'émission. Ça passe super vite. Oui. Alors, intelligence artificielle, chat médicaux, diagnostic par application. Est-ce que demain, les patients n'auront peut-être plus besoin de médecins, non, encore moins sur les réseaux sociaux? Est-ce que cela vous inquiète ou pas? Et est-ce qu'on est à l'ère de Blade Runner? Voilà. Personnellement, pas du tout. Ça m'inquiète pas du tout. La présence humaine est irremplaçable. L'intuition humaine, l'intelligence humaine. De toute façon, on parle d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine qui est un peu restructurée, retravaillée. C'est pas artificiel. C'est des humains qui en remplissent ce qu'il y a dedans. Il y a le lien, ce qu'on appelle le lien, l'intuition, le contact, la présence physique, l'aura. Il y a aussi, etc. Donc pour moi, je suis pas du tout inquiète. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir un moment où les gens vont aller vers l'IA pour chercher une écoute, parce que l'IA, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Elle est programmée pour ça. Elle va dans le biais de confirmation comme pas possible. Donc les gens vont y aller, mais il y a l'intelligence humaine qu'on va pas sous-estimer, parce qu'à un moment, l'être humain va dire, mais il est trop en train d'être trop gentil avec moi. Et je suis pas en train de régler mes problèmes. Donc, il va revenir forcément vers consulter un être humain. Voilà. Docteur Brahimi, est-ce que vous allez être au chômage dans quelques années? Alors, je ne pense pas. Vu mon travail, la santé mentale est primordiale. Justement, Dalila, l'IA, il est en train de créer des jeunes abdicatifs. Ils veulent plus des rapports, ils veulent plus de relations avec des personnes qui vont leur dire non. Moi, je parle des plus jeunes, parce que nous, on est un peu sauvés. Nous, voilà. Donc, pour eux, l'IA va tout de suite leur trouver la solution la plus facile. Donc, à un certain moment, elle va être limitée. Parce que le fameux nom de l'être humain, il fait évoluer. Vous voyez. Donc, c'est l'IA qui est en train d'évoluer en prenant de la data des personnes. Mais au final, c'est vrai qu'elle est limitée. Vous voyez, il y a un certain moment, même quand on lui demande de structurer, il structure de la même façon. Donc il décrit dans du standard. Ça dépend des modèles d'intelligence, ça dépend de voilà. Même le payant, plus tu vas durer le temps, tu vois. Mais il a une limite. Il va te faire aller vers la zone de l'ennui. Oui. Et l'être humain. Là, c'est un moment, c'est vraiment. Et la conclusion est pour le docteur Lahoussine. Moi, je pense que tout ça, c'est
des outils qui me font pas peur. Au contraire, c'est des outils que nous-mêmes on utilise au quotidien, qui sont des assistants, mais qui ne vont jamais remplacer le médecin. Justement, comme disait Amel, le contact humain, on ressent que les malades cherchent ça, et même qu'ils vont d'un médecin à l'autre parce qu'ils se sentent plus à l'aise avec tel médecin ou tel médecin. Et voilà, je pense qu'on est encore loin de... Donc je pense que ça reste irremplaçable. Oui. Et on arrive à la fin déjà de cette émission. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde à jeudi prochain. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. Médiatique vous a été présentée par BNA.